Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une classe thérapeutique qui a révolutionné la prise en charge du diabète de type 2, qui est les inhibiteurs des SGLT2. Alors, comme vous le voyez, hormis le titre, le sous-titre est aussi essentiel puisque nous ne parlerons pas seulement d'un simple contrôle de la glycémie, mais d'une classe thérapeutique qui va permettre une protection cardio-rénale et métabolique globale. Donc c'est ce changement de paradigme que nous allons comprendre aujourd'hui, puisque ces médicaments, que l'on appelle aussi les glyphosines, sont devenus des piliers thérapeutiques métaboliques, non seulement en endocrinologie, mais aussi en cardiologie et en néphrologie. Alors on va commencer par les bases, donc les inhibiteurs SGLT2, les glyphosines sont une classe moderne d'antidiabétiques oraux, mais attention, il ne faut pas uniquement les définir comme des antidiabétiques, ce serait vraiment réducteur puisque leur particularité réside dans leur action pléiotrope. Donc leur intérêt ne se limite pas à la baisse de la glycémie, ils offrent des bénéfices importants, majeurs, en termes de protection cardiovasculaire, rénale, mais aussi une légère perte de poids qui reste bien entendu inférieure à celle des analogues GLP-1, mais qui donne aussi et confère aussi donc un avantage métabolique à ces patients. Donc c'est cette polyvalence qui en fait des molécules intéressantes en pratique clinique. Alors pour bien comprendre le mécanisme, il faut revenir à la physiologie rénale. Donc les inhibiteurs SGLT2 ou donc le récepteur SGLT2 est un cotransporteur situé au niveau du tube contourné proximal du rein. Donc il est responsable de la réabsorption de la grande majorité du sucre sous forme de glucose filtré par le glomérule. Et donc en situation d'hyperglycémie chronique, comme c'est le cas dans le diabète de type 2, nous allons observer une surexpression de ce cotransporteur. Donc cela entraîne une hyperréabsorption de glucose et de sodium. Donc ce phénomène à long terme va devenir délétère, ce qui va contribuer à majorer la glycémie et à créer un état d'hypervolémie. Donc c'est là qu'intervient la cible thérapeutique des inhibiteurs SGLT2, puisque donc ils vont inhiber le cotransporteur et donc va permettre une diminution de la réabsorption tubulaire du glucose et du sodium. Donc il en résulte deux phénomènes importants. Le premier phénomène classique, c'est la glucosurie, c'est-à-dire une élimination du glucose dans les urines, ce qui va permettre un abaissement de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée d'environ 0,5 à 1%, parfois un petit peu plus, mais aussi une natriurèse, qui est une élimination de sodium qui entraîne une baisse de la volémie, une baisse de la pression artérielle d'environ 3 à 4 mm, et une diminution aussi des pressions de précharge et post-charge cardiaque, ce qui va permettre l'amélioration de la fonction cardiaque. Donc, hormis ces effets-là, la natriurèse permet aussi de restaurer un petit peu le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire, ce qui est bénéfique pour la fonction rénale et donc permettre aussi d'améliorer la néphroprotection. Donc, un point important à considérer, c'est que l'action des inhibiteurs SGLT2 est indépendante de l'insuline. C'est une classe thérapeutique qui n'intervient pas sur le pancréas, il n'intervient pas sur les cellules bêta, et donc c'est ce qui permet d'expliquer l'absence d'hypoglycémie ou le faible risque d'hypoglycémie avec cette classe thérapeutique. Classiquement, si on observe une hypoglycémie, c'est généralement dû à son association avec l'insuline ou les sulfamides. Donc, il faut bien entendu envisager lors de leur introduction une diminution de la dose d'insuline afin d'éviter l'hypoglycémie. Donc voilà, les mécanismes d'action sont résumés sur cette diapositive. Donc avec l'effet glucosurique et natriurétique, nous allons observer un effet sur la glycémie, le poids, la volémie, l'amélioration de la pression artérielle, l'amélioration aussi de l'évolution de la maladie rénale chronique. Donc si on essaie de les récapituler en trois effets thérapeutiques majeurs de cette classe, le premier effet, c'est le contrôle glycémique, donc c'est la baisse de l'hémoglobine glyquée avec une légère baisse du poids. Deuxième effet, c'est l'effet cardioprotecteur, puisque les grandes études ont démontré une réduction de la survenue et de l'aggravation de l'insuffisance cardiaque, y compris chez les patients non diabétiques. Et aussi l'effet néphroprotecteur, car ils ralentissent la progression de la maladie rénale chronique en réduisant l'albuminurie et en protégeant la fonction rénale. Donc il y a aussi l'effet antihypertenseur modéré qui reste non négligeable, qui s'ajoute aux effets précédents. Donc c'est une combinaison très bénéfique pour le patient diabétique et métabolique en général. Alors, bien entendu, avec ces bénéfices, donc les spectres des indications s'est élargi, puisque initialement, ils étaient réservés aux patients diabétiques de type 2, mais actuellement, les inhibiteurs SGLT2 sont indiqués dans plusieurs versants cardio-rénaux métaboliques,
Pour en citer quelques-uns, donc nous avons l'insuffisance cardiaque, qu'il y ait ou pas de diabète. Dans la maladie rénale chronique, pareil, avec ou sans diabète. Chez les patients coronariens, en présence d'une albuminurie comme marqueur du risque rénal. Et donc, comme vous l'avez constaté avec tous ces effets, donc ce ne sont plus seulement des médicaments réservés pour les diabétiques, mais des médicaments dits cardio-néphroprotecteurs à part entière. Donc voilà, comme toutes les thérapeutiques antidiabétiques ou toutes les classes médicamenteuses, il faut reconnaître et maîtriser les effets indésirables, puisque donc cette classe d'inhibiteurs SGLT2, contrairement aux autres antidiabétiques oraux, a des effets indésirables assez spécifiques. Donc les plus fréquents et qu'on va faire le focus dessus avant même de les initier, ce sont les infections génitales. Alors qu'elles soient des mycoses, voire même des infections urinaires, particulièrement chez les femmes. Donc c'est particulièrement dû à l'effet glucosurique de cette classe, puisqu'en excrétant le sucre, il va y avoir un risque de prolifération bactérienne et mycotique. Donc il faut vraiment insister chez ces patients ou ces patientes avant l'initiation de ces molécules sur la bonne hygiène et l'information sur l'hygiène intime de ces patients. Alors il y a d'autres effets plus rares, notamment la diminution de la densité minérale osseuse, le risque d'amputation qui est réservé particulièrement à la classe des canagliflozines, puisque ça majeure le risque d'artériopathie des membres inférieurs. Mais bon, c'est un effet assez rare. Par contre, il faut vraiment insister sur le risque un petit peu particulier de cette classe qui est l'acidocétose glycémique. C'est une complication redoutable, assez grave, qui constitue une urgence métabolique. Donc, elle se définit par un pH sanguin bas, une cétonémie élevée, mais paradoxalement, nous allons avoir une glycémie qui reste normale, voire modérément élevée, mais habituellement inférieure à 2,5 g. Donc, il faut y penser chez tous les patients sous inhibiteurs SGLT2 qui consultent aux urgences ou qui se plaignent de nausées, douleurs abdominales ou de malaise inexpliqués. Alors, très important de comprendre le mécanisme physiopathologique de cette acidocétose euglycémique, car c'est un piège diagnostique important à contraster avec l'acidocétose hyperglycémique classique du diabète de type 2. Alors, cette physiopathie donc, repose sur ce déséquilibre métabolique entre une insulinopénie relative associée à une sécrétion importante et libération d'hormones de contre-régulation, particulièrement le glucagon, mais il y a d'autres hormones de contre-régulation, notamment le catécholamine ou le cortisol. Donc ces hormones de contre-régulation vont activer une lipolyse importante, libérant des acides gras libres qui sont ensuite donc oxydés au niveau du foie pour former des corps cétoniques. Donc en submergeant les capacités tampons du plasma, ça va générer une acidose métabolique à trop anionique élevée. Donc, et voilà, donc c'est ce qui distingue fondamentalement ce tableau de l'acidocétose classique hyperglycémique. Donc, c'est l'absence d'hyperglycémie ou une légère glycémie élevée, avec donc bien sûr cette absence d'hyperglycémie, car il existe une insulinosécrétion résiduelle qui permet de lutter contre cette hyperglycémie et inhiber la néoglucogénèse hépatique. Donc, il faut aussi rechercher le facteur déclencheur de cette acidocétose euglycémique, notamment la chirurgie ou des événements aigus, notamment les infections aiguës, la réduction ou l'arrêt intempestif de l'insuline, un jeûne prolongé, une diète pauvre en glucides. Et donc, il faut vraiment être vigilant lorsqu'on initie cette classe aux signes d'insulinopénie, comme une perte de poids chez le patient diabétique de type 2, un syndrome polydipsique, un amaigrissement inexpliqué, une cétonurie positive. Donc tous ces événements ou tous ces facteurs-là doivent vraiment mettre une vigilance à l'initiation des inhibiteurs GLT2. Donc il ne faut pas oublier aussi que les inhibiteurs GLT2 ne sont pas indiqués chez les diabétiques de type 1, car ce sont des patients qui ont une insulinopénie initiale liée à l'atteinte auto-immune des cellules bêta. Donc chez qui aussi il faut contre-indiquer cette classe, notamment l'insuffisance rénale sévère avec un DFG inférieur à 45 ml par minute. Ça, c'est en Tunisie selon le remboursement de l'assurance santé, mais selon certaines recommandations internationales, ce DFG est vraiment réduit beaucoup plus car ces molécules ont permis une amélioration de la néphroprotection bien au-delà du DFG, donc de 45 ml par minute.
Donc, la prudence aussi est de mise chez les patients sujets, âgés ou sous diurétiques, car le risque de déshydratation ou des troubles hydroélectrolytiques est majoré. Et bien entendu, un terrain infectieux prédisposé, notamment les infections génito-urinaires récurrentes, qui doivent vraiment faire peser le rapport bénéfice-risque. Donc, voilà, comme, nous l'avions dit, donc il ne faut pas oublier que chez le diabétique de type 1 ou la suspicion de, diabète, LADA, c'est une contre-indication formelle en raison du risque élevé d'acidocétose euglycémique. Alors les inhibiteurs SGLT2, bien entendu, ce sont des antidiabétiques, comme vous l'avez vu, pléiotropes, donc ils s'intègrent dans des stratégies thérapeutiques combinées. Donc, il ne faut pas oublier que, par exemple, en l'associant aux analogues GLP-1, cette association est très intéressante puisque ce sont 2 classes à mécanisme d'action complémentaires, synergiques. Les analogues GLP-1, agissent plutôt en postprandial avec, une voie centrale sur la satiété, sur la perte de poids importante, sur l'estomac en diminuant la vidange gastrique, alors que les inhibiteurs GLT2 agissent en continu au niveau rénal, indépendamment de l'insulinosécrétion. Donc cette synergie est vraiment un atout très très intéressant chez les patients diabétiques type 2 obèses, permettant voilà, d'atteindre la maladie sous différents angles. Aussi, il faut se rappeler cette association avec l'insuline qui reste tout autant possible, mais bien entendu, comme nous l'avions vu, il faut vraiment faire attention à adapter les doses d'insuline avant de les initier pour éviter le risque d'hypoglycémie, en rappelant que les inhibiteurs SGLT2 seuls ne sont pas hypoglycémiants. Alors voilà, donc au final, le succès de ce traitement repose sur une prescription bien entendu individualisée, sur une éducation thérapeutique rigoureuse et une surveillance biologique attentive. Donc l'éducation thérapeutique va permettre d'expliquer aux patients les risques, les signes d'alerte liés à l'acidocétose euglycémique et l'importance bien entendu de l'observance thérapeutique, une bonne hydratation, faire attention aux saisons de chaleur et aux jeûnes de Ramadan. Voilà, donc la surveillance biologique doit être programmée, généralement, initialement 2 à 4 semaines et il faut vérifier la créatinémie, le DFG, l'ionogramme sanguin, surtout si les patients prennent des diurétiques. À rappeler, qu'il existe parfois une élévation de la créatinémie à l'initiation des inhibiteurs SGLT2, mais qui n'indique pas l'arrêt de ces molécules, sauf s'il existe des facteurs de risque associés, notamment, chez le sujet âgé, déshydraté, le jeûne de Ramadan, voilà. Et bien entendu, par la suite, le suivi sera le suivi d'un patient diabétique classique, notamment par l'hémoglobine glyquée, par la fonction rénale et donc la surveillance de la tension artérielle. Voilà, donc pour conclure, donc comme nous l'avions vu, il est important de rappeler 3 messages clés relatifs à cette classe d'inhibiteurs GLT2. Donc premièrement, c'est une classe qui reste moderne d'antidiabétiques par rapport aux autres classes qui sont de plus en plus délaissées, notamment les sulfamides. Leur intérêt dépasse très largement le seul contrôle glycémique, puisque, voilà, en deuxième lieu, il existe ces bénéfices cardio-rénaux métaboliques importants, synergiques, qui font des inhibiteurs GLT2 un traitement de première intention et de première ligne dans certaines situations cliniques, notamment chez les patients coronariens, insuffisants cardiaques ou avec maladie rénale chronique. Donc, en dernier lieu, leur utilisation doit être bien entendu individualisée, raisonnée selon voilà, le phénotype du patient. La prescription doit être individualisée avec surveillance biologique, éducation thérapeutique chez les patients, notamment sur l'hygiène, sur la bonne hydratation et sur l'ajustement des doses d'insuline avant leur initiation. Merci.